Aujourd'hui, nous assistons à une explosion de la donnée. Maintenant, comment est-ce que cette donnée, on va pouvoir la capitaliser et en faire un avantage concurrentiel? Mieux connaître ses clients, mieux vendre ses produits, par exemple. Je ne vais pas en dire plus pour laisser à mes collègues amis. Donc, je ne vais pas en dire plus pour laisser à mes collègues quelque chose à dire. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, cette journée, on veut que cette journée soit magique. Donc, on va parler de magie. Je vous rassure. Bon, on n'a pas invité Selbendom et consorts. Et également, donc, on va raconter de l'histoire. Donc, on va faire un peu de l'ébon. Parce qu'aujourd'hui, avec les données, il y a un phénomène qu'on parle de, on appelle ça le storytelling with data. Comment est-ce qu'on raconte la donnée? Donc, vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, avec l'ordre de démo, comment est-ce qu'avec de la data vise, on est capable de remonter une histoire et de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les ventes, par exemple, qui, à premier abord, sont bonnes, mais en regardant plus en profondeur, on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de pas net. Alors, de la magie. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous dans le bain Big Data. Donc, cette notion de Big Data, maintenant, je l'appelle plus Smart Data. On va voir également ça dans cette journée. Cette journée s'articule sous deux thèmes. La matinée où on va parler plus de data vis, donc comment visualiser la donnée. Et l'après-midi, on va rentrer un peu plus dans la technique, donc pour ceux qui resteront avec nous, on va parler de... Là, il y a du souffle encore. Donc on va parler de big data, de la collecte à la visualisation. Alors, juste, j'en profite également pour re-souhaiter la bienvenue à nos amis de YouKnow. Jérôme Bouton ici, qui est directeur général de YouKnow, donc il vient de la France exprès pour nous voir. Et Pierre-Olivier Beau, qui est consultant et associé chez YouKnow. Donc je vous dis encore Dalal Jam. Bon, Pierre, je te laisse traduire pour Jérôme. Et Pierre-Olivier, c'est le français le plus sénégalais que je connaisse. Samedi, il est arrivé, dimanche, il nous invite en Tchéboudienne Pendambay. C'est ce qu'il a écrit dans le mail. Et je peux vous jurer que même le yet y est passé. Par modestie, il ne le dira pas, mais c'est lui qui l'a préparé, j'en suis sûr. Donc, le Think Data, on démarre, c'est la première édition. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de créer de la passion et de l'innovation. On ne peut pas innover sans de la passion. Donc, la donnée, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a. Et créer une communauté autour de la data. Donc, lorsqu'on a vu l'engouement qu'il y avait autour de l'événement, même si pour l'instant la salle est encore un peu vide, on s'est dit que non, là il faut faire ça chaque année. Donc le moment venu, je pense qu'on contactera les entreprises qui sont intéressées pour voir comment avoir un événement annuel autour de la donnée ici au Sénégal. Voilà, donc je ne vais pas trop m'épancher, donc je vais laisser la parole à Pierre-Olivier et Tanor, qui vont vous présenter, Jérôme, pardon, Bamtou et YouKnow. Et finalement, la rencontre entre Bamtou et YouKnow s'est faite naturellement. Déjà, on avait des clients communs donc en Europe. Et puis, par le fait du hasard, même si je crois que le hasard n'existe pas, on a eu des connaissances communes. Et lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, de suite, il nous apparaît naturel de nous... C'est bon? Aujourd'hui, on a créé une joint venture qui s'appelle Datamation. Donc, Datamation, dans l'idée de l'automatisation. La donnée, elle est partout. Maintenant, il faut des experts qui sont capables de la voir, de la modéliser, de la stocker, et puis après d'en faire un traitement. Ça peut être de la visualisation, ou bien de la prédictive, avec tout ce qui est analytics. Voilà. Donc, je ne sais pas qui commence. Voilà, encore une fois, bonne journée. Et puis, je pense que nous allons nous éclater. Merci. Ok, est-ce que tout le monde m'entend? Bienvenue à tous encore une fois. On va commencer la session simplement par présenter les deux entités. Je ne sais pas si tout le monde connaît Bamtou d'un côté, mais c'est sûr que notre structure, vous ne devez pas la connaître. Donc du coup, ça va vous permettre de voir un petit peu quelles sont nos deux spécialités, nos deux domaines. Donc on va commencer par une petite présentation de Bamtou, et quelque part, tu vas préparer. D'accord. Donc bonjour tout le monde. Encore une fois, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Donc rapidement, on va présenter Bamtou, ce que nous faites. Donc nous sommes des développeurs et intégrateurs de solutions libres. Donc on est une société d'ingénierie logicielle qui avons cette activité de développement. Et par rapport aux solutions libres, nous ne nous contentons pas simplement
d'avoir une activité d'installation de paramétrage, mais nous développons vraiment des solutions propres. Qui peuvent aller jusqu'à l'élaboration et la mise en œuvre d'architecture applicative complexes et de haute charge. Alors, nous sommes également un centre de compétences Big Data et Cloud, et c'est d'ailleurs ce qui vaut l'organisation de cet événement. Nous développons également des solutions web mobiles. Nous sommes également une plateforme de développement offshore, c'est-à-dire que nous développons des solutions pour des sociétés qui sont basées à l'étranger. Et pour finir, nous faisons également de la formation, donc à la fois sur des technologies du web mobile, également sur une technologie qui s'appelle Odoo, sur laquelle peut-être je rentrerai légèrement en détail tout à l'heure, et également sur le big data et sur tout ce qui est technologie agile. Ça y est. Ah bon? Ça y est, tu l'as vu. Ok. Alors, nous, donc on est basé en France. Notre cœur de business, quelque part, notre cœur de compétences, ça a longtemps été la gestion des systèmes d'information. Et on a étendu, on va dire, notre portefeuille d'intervention sur tout ce qui était business intelligence, c'est-à-dire littéralement l'exploitation des données. Littéralement, on est passé on gère les données, on les stocke, on les interroge et ainsi de suite, un petit peu le même cœur de métier que Bamtu d'un côté, et on a été un petit peu plus loin sur le fait, ok, comment est-ce qu'on rend tout ça intelligible? Comment est-ce qu'on est capable vraiment d'exploiter la donnée et lui donner de la valeur ajoutée? Donc on est également organisme de formation sur la France. À ce jour, on a fait le point, il n'y a pas très longtemps, on a déjà formé plus de 1400 personnes sur les solutions dont on va parler tout à l'heure, en particulier celle de Tableau. On ne forme pas que sur Tableau, mais la stat a été sortie sur ce produit-là. Et en France, on est carrément certifié par Tableau pour délivrer des formations en leur nom directement. Alors, vous allez m'entendre parler plusieurs fois de suite de Tableau. On va dire que Tableau, c'est un éditeur qui existe quand même depuis 2006, donc les solutions sont diffusées sur le marché depuis 2006. Nous, on l'a connu en tant que client depuis 2008. Et dès que j'ai eu ce produit entre les mains, je vous reparlerai un petit peu de ma vie un petit peu plus tard, mais littéralement, dès qu'on a eu le produit entre les mains, on s'est dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire avec. Et du coup, on est devenu partenaire avec eux directement depuis 2009. Donc on va dire que sur la France, on va dire hors des États-Unis, quasiment, je dirais pas qu'on est un des premiers partenaires historiques de Tableau, mais on a quand même une très forte expérience avec eux. Donc le produit dont je parle actuellement, c'est celui-là. Donc c'est vraiment un outil qui est spécialisé en analyse visuelle de la donnée. Bien que le nom soit français, en fait le produit est américain. On a complété cette offre Tableau à travers un autre produit qu'on appelle Alteryx, qui lui est spécialisé en préparation de données, puisque dans l'expression analyse visuelle de données, il y a données quand même, quoi. Donc il faut à un moment donné approvisionner cette donnée, la mettre en état, la nettoyer, la croiser si nécessaire. Et du coup, il nous fallait des outils qui soient le plus possible souples. En fait, notre objectif, littéralement, c'est de permettre à des organisations comme les vôtres, de permettre à des utilisateurs métiers, littéralement, de travailler leurs données en mode self-service. Le but, c'est vraiment de raccourcir cette distance entre, on va dire, la donnée et ce que les utilisateurs finaux vont pouvoir en faire. D'accord ? Et tout le but là, de la matinée, c'est justement de, quelque part, convaincre je dirais les décideurs comme vous que ce genre de solution, c'est vraiment l'avenir. Donc Alteryx, spécialisé sur la préparation de données et aussi sur tout ce qui va être data science, le fait d'enrichir des données, de prédire ce qui s'est passé en regardant le passé quelque part, voire de travailler en prescriptif, c'est-à-dire littéralement carrément de donner des préconisations sur ce qu'il faudrait pouvoir améliorer, ça fait partie du jeu. On a rentré un troisième produit dernièrement qui s'appelle MondoBrain, qui lui est vraiment spécialisé sur l'optimisation opérationnelle et encore une fois l'intelligence artificielle pour le coup. Alors, je préfère encore une fois, je suis un petit peu comme Mustapha qui préfère certaines expressions comme la smart data. Moi je préfère également à ce niveau-là dire plutôt intelligence augmentée plutôt que dire intelligence artificielle.
Dans tous les cas, l'objectif, c'est, encore une fois, pour des organisations comme les vôtres, d'économiser de l'argent, quelque part. Ou au moins d'éviter d'en perdre un peu plus avant. Typiquement, les clients de Mondobrain, par exemple, sont des gens comme Safran, comme Airbus, comme beaucoup d'autres. Vous voyez un petit peu ce que fabriquent comment dire, ces différents clients. Là, typiquement, pour Mondobrain, par exemple, on est en train de parler de turbines d'avion, des choses comme ça, ou de turbines d'hélicoptère. Typiquement, on est sur des profils de pièces qui coûtaient extrêmement cher. Et le but, c'était justement de passer de 75% de défauts sur ces pièces qui obligeaient à casser les pièces et à les refabriquer, à descendre à moins de 4% quelque part. Donc là, on est vraiment sur des gains d'échelle qui sont juste redoutables. Ok. Sur le slide d'avant, je oui, ça. Donc là, je reviens juste sur un slide pour voilà. Donc oui, tout à l'heure, je voudrais juste rajouter quelques détails sur Bamtoo. Donc on est une équipe voilà, d'une quinzaine d'ingénieurs avec beaucoup d'experts, des experts en big data, des experts en technologie du web et depuis peu des experts également dans les technologies du blockchain. Nous sommes également experts d'une solution open source qui s'appelle Odoo, donc qui est le numéro 1 en matière d'open source, pour lequel nous développons nos propres modules. Et nous avons développé pas mal de solutions pour des entreprises de la place. Nous sommes également donc, partenaires de cette solution, de la société qui édite Odoo. En termes de références, nous avons des références un peu partout, donc aussi bien en Europe, dans la sous-région. Alors, je récupère simplement, je recale la présentation. Donc là, on va vous présenter nos deux savoir-faire sur les deux structures. Alors, concernant Bamtoo, donc effectivement, donc nous sommes dans l'ingénierie logicielle, donc nous développons des applications spécifiques. Nous faisons également du conseil de l'audit et de la formation. En matière de savoir-faire technologique, ceux-ci sont assez variés. Donc ça peut aller aussi bien des technologies web que tout le monde connaît, donc du PHP, du Java, des frameworks Spring Boot, donc que les technologies web dernier cri telles que Node.js, Angular, HTML5, ou également l'application mobile. Et donc, depuis quelques années, nous avons développé une forte compétence sur le big data. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'effectivement, la data, c'était l'avenir. Certains parlent du nouveau pétrole. Et donc, on s'est dit que c'est quelque chose sur lequel il fallait vraiment miser. Parce qu'en fait, même actuellement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'en fait, l'intelligence artificielle s'est développée avec la data. Si aujourd'hui, on a des algorithmes de machine learning qui sont très puissants, c'est parce que Facebook peut analyser des millions de données, que Google peut analyser des millions d'images. Et c'est grâce à ces données et les technologies liées à ces données que en fait, l'intelligence artificielle a progressé. Et donc, par rapport à ça, nous sommes experts donc, sur toute la stack, c'est-à-dire toutes les technologies qui interviennent dans le big data, donc Hadoop, Elasticsearch, Spark, Cassandra. Et pour finir, nous inscrivons dans une optique d'agilité, c'est-à-dire que quand nous travaillons, nous accompagnons le client du début à la fin. Nous ne sommes pas dans une optique où on fait un cahier des charges, on développe et 6 mois après on voit le client. C'est vraiment un accompagnement de bout en bout, où régulièrement nous travaillons avec le client et ça nous permet d'avoir des solutions, on va dire, qui évoluent et qui prennent en compte les feedbacks du client. Alors, nous avons deux types de solutions. Nous avons des solutions qui sont prêtes à l'emploi, donc principalement basées sur la solution Odoo. Donc, pour rappel, Odoo est un ERP open source sur laquelle nous avons bâti nos propres solutions. Donc, ce sont des solutions de comptabilité, de gestion commerciale, de cabinet d'expertise. Donc ce que nous faisons, c'est que nous avons des experts fonctionnels qui vont capter l'expertise métier, donc par exemple en comptabilité ou par rapport aux problématiques de RH. Et par rapport à ça, nous allons développer des solutions que nous, on va dire, tropicalisons par rapport au contexte local. Alors, de notre côté, la mission qu'on s'est fixée, elle est relativement simple. Je rebondis un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, nous, le but, c'est d'aider nos utilisateurs métiers, quelque part, de passer, on va dire, en quelques minutes, le plus vite possible, on va dire,
de solutions que tout le monde a connues, c'est de l'Excel, c'est des outils de reporting assez statiques, c'est des éléments qui peuvent être plus ou moins agréables ou faciles à utiliser, à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, fluide, beaucoup plus simple, typiquement des solutions comme celles que vous avez ici. Donc là, littéralement, vous avez des tableaux de bord qui sont dynamiques, au lieu de, par exemple, d'interagir avec des filtres, avec des cases à cocher, des listes déroulantes et ainsi de suite. Vous pouvez directement, quelque part, cocher les différents éléments, cliquer sur ce que vous voyez, sur le symbole qui vous intéresse, sur la région qui vous intéresse. Et littéralement, chaque élément ici devient un moyen de filtrer le reste de la vue ou du classeur. Donc littéralement, l'objectif pour vous, c'est d'être en conversation avec vos données et de pouvoir directement découvrir l'information au fur et à mesure. Okay, c'est vraiment un tout autre paradigme que celui qu'on a connu jusqu'à présent. Donc là, par rapport à ce slide-là, là, ce qu'on voit, c'est que littéralement le tandem BAM2-UNO, le but c'est de maîtriser, on va dire, les 3 points principaux de tout ce qui va être la smart data, comme disait Moustapha. Et pour le coup, on maîtrise vraiment tout ça sur le bout des doigts, tous ensemble. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a voulu créer ce join ensemble et travailler ensemble. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui sur tous ces domaines et c'est vraiment le moment d'y aller. Alors, rapidement pour vous présenter nos différents clients, donc là vous avez un petit peu les clients des uns des autres. Nous de notre côté on va intervenir sur l'Europe principalement jusqu'à présent, mais on a bien l'intention justement d'intervenir chez vous. Et du coup là on travaille aujourd'hui beaucoup avec la Suisse, le Luxembourg, la France et l'Angleterre. On a énormément de nos fournisseurs, on va dire, nos éditeurs partenaires qui viennent des États-Unis. Et du coup, de votre côté, donc, vous allez toucher tous les pays proches. Voilà, donc de notre côté, effectivement, nous avons des clients, évidemment au Sénégal, ça coule de source, mais également dans la sous-région. Donc au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Est également, au Burundi. Et nous avons également des clients justement dans les problématiques du Big Data, notamment JCDecaux en Angleterre, pour lequel nous prenons en charge toutes les problématiques de développement Big Data. Donc voilà, l'éventail de clients est assez large. Alors vous allez voir que du coup, là, on va vous présenter nos clients. On en a quelques-uns qui sont en commun. Vous avez ici, par exemple, la SNCF, vous avez JCDecaux. Bien, quand vous regardez les nôtres, donc là, je vais les faire apparaître par domaine d'activité. Ça va vous permettre aussi de voir que les solutions qu'on est en train d'apporter tous les deux, on est capable de les appliquer quel que soit votre métier d'origine, quel que soit votre domaine d'activité. Donc là, littéralement, on a des choses qui sont liées à l'État français, par exemple, de près ou de loin, ou des organisations internationales. On a, on va dire, pas mal aussi d'interventions sur tout ce qui va être telco, tout ce qui va être produits techniques. Le voyage, vous voyez qu'encore une fois, la SNCF arrive. Si vous prenez régulièrement l'avion, j'imagine que vos billets d'avion sont gérés en fait par des sociétés comme Amadeus, qui en fait fournissent le back-office de beaucoup de compagnies aériennes. Là encore une fois, sur les médias et le divertissement, c'est là qu'on va retrouver JCDecaux. On a énormément de clients qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, des secours, de la sécurité. Et puis du conseil, énormément de choses dans la vente, dans le marketing. Également dans le BTP, pourquoi pas, et bien évidemment l'industrie agroalimentaire qui se retrouve quelque part sur tous les continents. Alors, maintenant on va aller enchaîner pour se projeter, pour commencer à mettre un petit peu la main dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, littéralement le côté visuel des choses. Je vais vous parler rapidement du pourquoi analyser vos données visuellement et pas avec des tableaux de chiffres comme on a pu le faire pendant très très longtemps. Là, je vais simplement vous projeter comme ça quelques chiffres, on va dire. Si je vous demande comme ça de me compter les 9 en quelques secondes, vous mettez combien de temps à trouver les 9? Et que c'est pas tout à fait instantané quand même, quoi. Or, le but de la manœuvre, ce serait justement que ce soit complètement réflexe, qu'en une seconde, vous le sachiez. Donc là, littéralement, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que si vous avez un outil qui vous aide à vous projeter quelque part, qui vous aide à voir littéralement les 9, qui vous les pousse vers l'avant, pour vous, c'est beaucoup plus simple. D'accord? De la même manière, si vous tombez sur des séries de chiffres comme celle-là, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des clients qui étaient dans la finance, qui étaient habitués à manier du chiffre dans leur tête comme ça à longueur de journée, et qui me disaient, ok, moi je suis capable de récupérer
déduire les séries statistiques là-dessus, de voir la moyenne, les quarts types, et ainsi de suite. Donc moi, les graphiques ne m'intéressent pas. Ok, dont acte. Maintenant, on va juste éclater ce tableau de chiffres, juste pour comprendre un petit peu, se projeter. En fait, là-dedans, vous avez 4 séries de chiffres. Les 4 séries, si vous les étudiez de manière statistique, ont exactement le même comportement, en fait. À ce niveau-là, vous êtes incapable de les distinguer. Si on vous demandait de calculer ça de tête, néanmoins, ça vous aurait déjà pris quelques minutes, rien que pour être capable de le faire. Maintenant, je vais simplement, sur le slide d'après, vous projeter les 4 séries, et sous forme graphique. Et vous allez voir que là, pour le coup, on aperçoit tout de suite quelque chose qui est complètement différent. D'accord? Donc c'est encore une fois, on va dire, un des gros points forts de la présentation sous forme visuelle. Alors, comment ça va se passer dans la vie réelle, tout ça? Là, littéralement, vous allez, je dirais au niveau de vos organisations, vous allez vous connecter sur de la donnée qui se trouve dans votre système d'information, qui se trouve peut-être à l'extérieur de votre système d'information, qui va être de nature totalement différente. Ça peut être des vraies bases, ça peut être des fichiers à plat, ça peut être de l'Excel, ça peut être énormément de choses. Et plus ça va aller, plus vous aurez des différences dans vos données. Et derrière, il va falloir quelque part les collecter, ces données, les guider, les nettoyer, pourquoi pas, les mélanger entre elles, donc faire des requêtes pour ceux qui sont habitués à ce genre de langage. Pourquoi pas même enrichir avec des choses externes, comme pourquoi pas des temps de parcours calculés avec TomTom ou des choses comme ça, ou de la donnée démographie, recensement et autres. Et une fois que vous avez toutes ces données, soit vous faites directement des traitements, pourquoi pas de machine learning ou autres qui peuvent se faire directement à cet étage-là, soit, pardon, vous allez directement le visualiser avec des outils comme Tableau ou d'autres, pourquoi pas. Donc là, juste pour rapidement boucler la boucle, je vous montre, on a parlé d'Alterix, qui était un des 3 produits dont on voulait parler. La logique, c'est vraiment de travailler sous forme de schéma bloc. Littéralement, vous mettez vos données en entrée, et littéralement, le flux de données se déroule, et chaque étape transforme la donnée, de manière à ce que derrière, il n'y ait pas vraiment besoin de faire du codage. On n'est pas là pour faire du code, littéralement. Quand je vous parlais de self-service tout à l'heure, c'est exactement ça que je disais. C'est-à-dire que là, soit, on ne va pas dire qu'on va mettre ça dans les mains d'utilisateurs métiers standard, il y a besoin d'un petit peu de connaissances techniques, mais vraiment très très peu, et surtout vous n'avez pas besoin d'être un codeur. Donc un business analyst est complètement capable d'utiliser ça. Et on a différentes familles d'outils, là par exemple on a tous les outils d'intelligence artificielle qui commencent à prendre la main, et derrière vous pouvez, si vous le souhaitez, générer des fichiers en sortie pour être utilisables avec d'autres outils pour charger des data warehouse, pourquoi pas des data lake. Ok. Et donc Tableau, là justement pour faire la transition par rapport à ce qui va venir derrière. Donc là en fait vous avez 3 modes de fonctionnement avec Tableau. Le premier, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on appelle l'analyse en self-service. Vous avez vos données qui sont ici, vous êtes connecté dessus à l'étape précédente, et là vous avez littéralement le résultat de ce que vous analysez. En fait, encore une fois, le but c'est de poser vos questions à la volée. Donc là littéralement, pour vous poser une question, c'est quoi? C'est juste prendre des champs, quelque part ici. Vous avez les noms à chaque fois des différents champs, et de les positionner quelque part sur l'interface pour être capable de poser vos questions. De la même manière que sous Excel, vous avez des classeurs qui sont constitués de feuilles qui vous permettent de voir la réalité globale. Ici, vous allez constituer autant de feuilles que nécessaire. Chaque feuille répond à 1 ou 2 questions simples, pas plus. On reste dans le simple, on reste dans le pragmatique. D'accord? Et derrière, quand vous voulez répondre à des questions plus complexes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement assembler, encore une fois, ces différentes feuilles sous forme d'un tableau de bord. Et c'est l'interaction entre ces feuilles qui va vous permettre, quelque part, de, derrière, analyser et comprendre vos situations complexes. Ok? Une fois que vous avez ce tableau de bord, ou plusieurs tableaux de bord, vous allez pouvoir les observer peut-être à différents moments dans le temps. Vous allez pouvoir regarder la réalité sous différents angles. Vous allez créer quoi, littéralement? Un petit peu comme une présentation PowerPoint. Et là, littéralement, vous avez les différentes étapes de votre présentation et les différents tableaux de bord qui vont s'enchaîner. Okay? La grosse différence avec un PowerPoint, c'est quoi? C'est que PowerPoint, c'est statique. Vous avez une image, vous cliquez dessus, il ne se passera rien. Si quelqu'un vous pose une question dans la salle, vous êtes coincé. Là, en revanche, le gros avantage, c'est que vous êtes sur quelque chose qui est dynamique. Vous cliquez, par exemple, sur un pays bien précis, vous êtes capable directement d'avoir l'information et pourquoi pas même de donner
un autre aperçu de ce qui existait à l'origine. Voilà, donc là c'était la fin de la première présentation. Je vais maintenant pouvoir aller enchaîner sur la deuxième, qui va rentrer un petit peu plus loin justement sur tout ce qu'on peut faire avec le côté visuel. Donc là, plutôt que de continuer vers des gros tableaux de chiffres, ainsi de suite, on va jouer 5 minutes. Là, pour la demi-heure on est ensemble, là c'est vraiment le moment où je vais raconter des histoires, c'est le moment où on va se détendre. Là, je vais vous présenter quelques images de films. Vous allez me dire si vous les reconnaissez, et surtout je vais vous demander derrière, est-ce que vous avez trouvé le point commun entre tous ces films. Si je vous montre celui-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un film qui est assez ancien celui-là. C'était War Games, pour ceux qui l'ont connu. Celui-là beaucoup plus récent, beaucoup plus facile. Yes, Iron Man, exactement. Celui-là, c'est un petit peu dans la même veine. Ce qui vous parle, celui-là, c'est Avengers, exactement. Celui-là. Excellent, je vois dans un quelqu'un qui est au taquet dans la salle, c'est parfait. Alors, quel est le point commun en fait entre toutes ces situations? Qu'est-ce qu'on voit littéralement? Là, on voit que chacun des personnages est complètement immergé dans la donnée en permanence. Et au lieu de simplement de les noyer sous des montagnes de chiffres, on leur présente l'information sous forme visuelle, encore une fois. Donc là, c'est vraiment le point fort, le côté visuel. Mais pourquoi au final on fait ça? Simplement parce que notre cerveau, on est conçu pour ça. 70% des capacités de traitement de votre cerveau sont liées au traitement de tout ce qui est visuel. Les 4 autres sens ne représentent que 30% au global. D'accord? Donc ce serait un petit peu dommage d'oublier, on va dire, cette partie-là et de rester avec simplement du chiffre ou autre. Alors, encore une fois, l'analyse visuelle de données, donc je vais vous apprendre un terme que vous connaissez peut-être déjà, mais aux US, ils appellent ça la data, visualisation d'un seul terme. Et vous allez trouver énormément sur Internet ce terme dataviz, comme ça, écrit avec un Z. Donc ne soyez pas surpris. Alors, derrière, est-ce que le concept en soi est récent? Parce qu'on a l'impression d'avoir inventé la poudre là. Je ne sais pas si c'est vraiment si récent que ça. Là, je vais vous expliquer la campagne de Russie. Super, dans un pays comme celui-là, je ne pense pas que ça ce soit quelque chose qui vous touche au premier abord, mais soit dit en passant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir juste derrière. Est-ce que vous avez déjà vu ce graphique, quelque part? Si vous êtes penché un petit peu sur ce monde de la dataviz, il est extrêmement connu, on va dire que c'est un des étendards du domaine. Ce visuel, là, je vais vous l'expliquer, je vous rassure, il a été créé en 1869. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'à l'époque les ordinateurs existaient. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement puissant, je vais vous l'expliquer juste après, mais ça prenait quand même énormément de temps à faire ce genre de choses. Là, littéralement, avec des outils comme Tableau, ce dont je vais vous parler dans quelques minutes, ça, c'est le genre de choses qui peut se faire en, allez, 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait, même pas. Alors, maintenant, je vous parle de graphique. On fait un petit retour en arrière. On est en 1801, on va dire. L'état de la France, c'est celui qu'on connaît, en fait, aujourd'hui. 1804, Napoléon est arrivé au pouvoir. Il y a des grandes envies expansionnistes. Et donc, à partir de 1810, il envahit tous les territoires qui sont autour de lui. Et on se retrouve progressivement dans cet état-là, avec tout le territoire qui a été couvert. Sauf que ça ne lui suffisait toujours pas. Et il avait décidé, on va dire, d'aller annexer rien que moins que Moscou et donc la Russie avec. On va voir avec la petite histoire que ça ne s'est pas passé si bien que ça au final. Donc là, littéralement, si je vous aide à prendre du recul, encore une fois, ça c'était la situation Europe-Russie, les frontières que je vous ai montrées au démarrage, celles d'origine, celle de Napoléon en 1812, et littéralement ce dont on va parler, c'est le dernier voyage ici, le passage de la Lituanie à Moscou. Littéralement le graphique, il va être là. Donc maintenant on va se focaliser sur cette zone. Et donc j'ai plaqué directement le graphique sur le trajet en question. Et donc on va parler de quoi? D'un voyage qui va durer 3 mois jusqu'à Moscou, et d'un retour qui va durer 3 mois également. Et les tracés que vous avez là, waouh,
les tracés que vous avez là, littéralement, en fait, ça représente quoi? Ça représente l'effectif des troupes qui étaient engagées. Et donc, vous voyez que ce trait diminue au fur et à mesure. Donc, littéralement, on est en train de voir quoi? La perte en hommes sur l'armée. Donc là, si je vous fais la petite histoire, on est parti en juin 1812 à 442 000 hommes. D'accord? Quasiment 450 000 hommes. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir des séparations sur différents fronts, d'où les branches qui se séparent. On va avoir des batailles qui sont menées et des pertes humaines. Et ça nous amène comme ça progressivement, au bout de 3 mois, à Moscou. Soit en passant, les Russes avaient été extrêmement stratèges à ce niveau-là. Ils ont dit, ok, nous on ne perdra pas la bataille. Donc le meilleur moyen de ne pas la perdre, c'est de ne pas la mener. Donc même s'ils se sont battus sur tout le trajet, Moscou était vide quand Napoléon est arrivé à l'ONU. Joli score. Il ne restait plus déjà que 100 000 hommes. On avait déjà perdu plus de 3/4 des effectifs. Et surtout, cerise sur le gâteau, on est au mois de septembre, et là du coup c'est le début de l'hiver. Et les hivers russes, c'est quelque chose. Et du coup Napoléon, puisqu'il n'avait rien à gagner, n'avait plus qu'une chose à faire, c'était de repartir dans l'autre sens. Ok, il repart. Sauf que là, on va dire la météo n'a pas du tout joué pour lui. Et donc au fur et à mesure, en fait, il y avait, je dirais presque même plus besoin de livrer bataille pour que les effectifs fondent naturellement. C'était simplement le froid et les soldats qui mouraient les uns après les autres, et les chevaux, et ainsi de suite aussi. Résultat des courses, il est parti avec 450 000 hommes, il est revenu avec 10 000. Si ça ne s'appelle pas un massacre, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord? Donc, vous voyez que ce graphe, au final, il était extrêmement simple à l'origine, comme ça. Il explique énormément de choses. Donc, tout l'intérêt des outils comme Tableau et autres, c'est justement de vous permettre de faire ce genre de choses. Alors, peut-être pas forcément sur la campagne de Russie, bien évidemment, mais c'est de vous permettre de faire ça en quelques minutes. Parce que ça, autant vous dire que celui qui a conçu ce graphique, qui s'appelle Minard, il y a passé quand même quelques jours. Ok, donc là, je vous ai déjà montré les 9 tout à l'heure, mais on va aller un tout petit peu plus loin. Là, encore une fois, si on les compte, ça vous les met en avant. Maintenant, dans la vraie vie, ça va se passer comment? Si on pousse ce principe-là. Là, je vais vous montrer un premier tableau de chiffres. Là-dedans, j'ai des lignes sur lesquelles j'ai des gains, et puis des bénéfices, littéralement, et puis j'ai des lignes sur lesquelles j'ai des pertes. Là, vous êtes capable de les trouver, littéralement. Il y a des petits moins, c'est facile. Hein, sauf que c'est pas facile du tout, quoi. Votre œil va être obligé de se perdre dans le tableau pour essayer de chercher ces petits symboles. Encore une fois, si vous poussez les chiffres qui posent un problème en avant, rien qu'avec de la couleur, vous êtes capable d'aller beaucoup plus vite sur l'interprétation. Donc là, le coup des maths, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. En synthèse, l'objectif de la data visualisation, c'est quoi? C'est d'aider rapidement un utilisateur à comprendre ces données et à en faire quelque chose. C'est quelque part attirer l'attention directement sur les éléments significatifs. Et au final, c'est de permettre une interprétation réflexe. Et quand je dis réflexe, c'est vraiment le but. Hein. Ça doit vraiment être en quelques-uns. Alors, les pièges les plus fréquents dans lesquels vous pouvez tomber, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, c'est quelque part de montrer de la donnée, et souvent on en met beaucoup trop, j'y reviendrai, de montrer, mais sans aider l'utilisateur à interpréter. Un réflexe que tout le monde a, c'est on en met un maximum sur le document qu'on envoie, par exemple, à travers un mail ou quelque chose. Et dans certains cas, on met un petit peu de décorum autour pour que ça passe mieux, quoi. Sauf que c'est un piège, parce qu'au final, en fait, vous êtes en train de distraire l'utilisateur. D'accord ? Plus vous allez mettre de la couleur et des choses comme ça sur vos documents, sans qu'il y ait vraiment de sens réel à cette couleur, plus vous allez perturber l'interprétation. Donc encore une fois, le risque dans tout ça, c'est de rater les points importants. Alors en parlant de ratage, on va se faire un petit test, juste pour quelques secondes. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 15-20 secondes, grand maximum. Et derrière, je vais vous demander, ce qui est marqué ici, là, de compter le nombre de passes entre les différents membres des deux équipes qui s'affrontent. Et là, je vais vous parler de celle qui est en blanc. Hop là. This is an awareness test.
How many passes does the team in white make? Ah, vous comptez. Ok. Est-ce que vous avez un nombre? Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout même. Ok. Donc en effet, si vous en avez compté 13, c'est juste correct. Maintenant, qui peut me répondre à la question? Qui a vu l'ours? Ok, on vérifie qu'il y avait un ours? On y va. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Vous le voyez là? Là, littéralement, la démonstration de ce truc-là, c'est quoi? C'est que, à mettre trop de choses, à, dans certains cas, attirer l'attention sur ce qui n'était pas le plus important, on a raté l'élément perturbateur, on va dire. Là, quelque part, je vous ai un petit peu induit en erreur dès le démarrage. Je vous ai dit, comptez les passes des joueurs de l'équipe blanche. Donc, du coup, vous êtes focalisé là-dessus. Et vous avez complètement perdu le contexte qui était autour. D'accord? Eh bien, un visuel, littéralement, une data vise, ça marche exactement de la même manière. Si vous n'utilisez pas les bonnes techniques, si vous décorez pour rien et ainsi de suite, si vous attirez l'attention sur ce qui n'est pas bon, vous oubliez le reste et c'était peut-être justement ce qui allait être vital pour votre business. D'accord? Alors, juste pour terminer le déroulé, je vais vous parler des points forts et des points faibles de notre système visuel. Vous les connaissez peut-être déjà, peut-être pas, donc on va voir ça tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a énormément d'automatismes dans notre système visuel. On peut s'en servir pour aller beaucoup plus loin, pour aller beaucoup plus vite, ou au contraire, on peut complètement se faire piéger par ces fameux automatismes. Alors, un des trucs qui est très sympathique, c'est qu'on est capable de reconnaître des formes. On est très très fort sur la reconnaissance de motifs. On est capable de reconnaître des formes, même si elles sont incomplètes. Donc là, typiquement, si je vous montre le symbole qui est là, tout le monde a reconnu le panda, même si le panda n'était pas terminé. Quelque part, il aurait fallu faire ce qu'on appelle la clôture, la fermeture. On a été capable de comprendre. Là, je vais vous projeter une autre image. Là, encore une fois, il manque, entre guillemets, énormément d'informations. Néanmoins, vous reconnaissez l'animal. Ça marche de manière statique, et ça marche même de manière dynamique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, au passage, le nombre d'informations que votre système visuel est en train de traiter en même temps. Les points se déplacent. Vous êtes quand même capable de reconnaître que c'est un chien. Alors, dans la même veine, entre guillemets, si on revient du côté business des choses, ici, on a un bon vieux tableau de chiffres. On a encore une fois voulu aller un petit peu trop loin. On a voulu simplifier la lecture. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bien délimité les colonnes. Pour faciliter la lecture, on a bien fait une alternance blanc-gris dans les fonds de ligne et ainsi de suite. Sauf qu'au final, on présente exactement la même chose que ce que vous avez à droite. Et au final, c'est quand même nettement plus simple à lire à droite qu'à gauche. Dites-moi si vous êtes d'accord, sinon je pars tout de suite. En fait. Là, littéralement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils été obligés ici, quelque part, de maquiller le tableau à ce point-là? Simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas, on va dire, respecté des règles extrêmement simples que n'importe qui peut appliquer demain matin et qui sont des règles, ce qu'on appelle d'alignement. En fait, notre système visuel est extrêmement structuré. Il y a 4 grandes règles qui sont appliquées en permanence. Il y a le principe de proximité, d'alignement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, de répétition, le fait de toujours présenter la même chose de la même manière, et le contraste. Et vous allez voir que ces 4 éléments-là sont complètement intégrés à la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure dans le premier tableau, entre autres. Donc là, littéralement, ce qu'on voit, c'est que les pays ont simplement été présentés sous forme centrée. Vous avez des alignements dans tous les sens qui se baladent, et du coup, votre système visuel n'arrive pas à prendre une référence correctement. D'où le fait qu'on soit obligé, littéralement, de mettre les bordures. Là, c'est pareil pour des chiffres.
On n'a pas aligné les chiffres à travers la virgule. On a ici des répétitions de, par exemple, d'unités monétaires. On va se retrouver ici avec des décimales qui ne servent à rien. Quand on montre 40 millions en termes de chiffres, je ne suis pas persuadé que 99 centimes, ça change la face du monde. D'accord? Donc là, typiquement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on enlève ce qui ralentit la perception. Là, littéralement, pour tous les dollars, si on sait que tout le tableau sera en dollars, autant mettre la notion de dollar dans le titre. Ce sera tellement plus simple. C'est ce qui se passe ici. Là, les décimales, on les a enlevées. Et surtout, le fait que vous compreniez bien ce que vous avez sur la droite, ça vient d'où? Ben, ça vient simplement que tout est aligné. Les chiffres sont alignés à droite, les textes sont alignés à gauche. Il n'y a plus besoin de mettre des limitations de colonne ni quoi que ce soit. Vous voyez que c'est rien en soi. Le tout, c'est d'y penser ou d'avoir des outils qui, quelque part, le pensent pour vous et, quelque part, vous évitent de tomber dans tous ces pièges. Là, quand vous regardez bien, texte calé à gauche, les chiffres calés à droite. C'est aussi simple que ça. Et du coup, moins vous en avez, mieux vous percevez. Ok. Alors, ces histoires d'alignement dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'où on peut pousser le principe? Là, le visuel que je vous présente ici, en fait, ça nous parle littéralement du réseau de transport de Londres. Donc là, vous avez tout, et le métro, et les lignes de bus, et tout et tout. Et quand vous regardez bien, le visuel est quand même relativement agréable à regarder, en fait. C'est assez structuré, votre œil arrive assez facilement à comprendre la structure du document. Alors pourquoi? Donc là, vous avez une cartographie, vous avez un suivi d'évolution comme ça, avec les différents jours de la semaine, les différentes heures du jour, et là, littéralement, les différents types de moyens de transport, de moyens de paiement surtout, qui sont utilisés. Et bien, en fait, le visuel, littéralement, il est créé comme ça, sous forme d'une grille sur laquelle on a été positionné les différents éléments. Et quand vous constituez vos tableaux de bord en interne ou autres, vous avez tout intérêt à utiliser exactement le même principe. D'accord? Donc littéralement, nous quand on travaille en prototypage avec des clients par exemple, on commence par éteindre les machines. En fait. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On va justement partir sur des grilles comme ça et dire ok, quel est votre problème? Déjà la première chose, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On commence par le pourquoi en fait. On commence jamais par le comment. Et à partir du moment où on a exactement votre expression de besoin, on va commencer à dire ok, vous avez besoin de comprendre les réseaux de, par exemple ici, de transport de Londres. Ok, si on vous présente une cartographie, une toute petite cartographie, ça ne va pas être vraiment lisible. Donc du coup, on va directement occuper comme ça différents modules. Là, les fameux histogrammes, ça a besoin d'être un petit peu large, on va en utiliser aussi. En fait, ce principe comme ça de pas qu'on multiplie, c'est quelque chose qui est assez commun. Si dans vos machines, vous utilisez des... Je vois pas mal de PC dans la pièce. Si vous utilisez du Windows 10, par exemple, le nouveau menu du Windows 10, littéralement, vous voyez ces espèces de petites icônes qui prennent un tout petit pavé de base, ou plusieurs, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Le principe a été répliqué. Alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles. On va arriver dans les nouvelles, dans les mauvaises. Au final, 8% des hommes, ça tombe bien, aujourd'hui, il n'y a quasiment que des hommes dans la pièce. 8% des hommes ont des problèmes de détection des couleurs, ce qu'on appelle le daltonisme en fait. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas tout à fait négligeable. Hein. Et ça c'est valable quel que soit l'endroit dans le monde. Hein. Donc là on n'y a pas échappé. Mesdames, bonne nouvelle, c'est extrêmement rare chez vous. J'ai rencontré un cas dans toute ma carrière. Donc vous voyez, c'est... Alors du coup, quel va être l'impact? Là je vais vous présenter deux cartes. Alors j'en ai pris une qui était volontairement assez haute, donc j'ai pris l'Europe de l'Ouest. Ça c'est, on va dire, un dégradé en rouge-vert. C'est assez facile à lire pour quelqu'un qui est bien, on va dire, qui a tous les capteurs, on va dire, de couleurs. D'ailleurs, par quoi est provoqué le défaut du daltonisme? C'est simplement, c'est un capteur de couleurs qui manque. Et du coup, il y a certaines composantes que vous ne voyez pas. Et ça, c'est ce que verrait un daltonien. D'accord? Il y a différents types de daltonisme, hein, je suis d'accord avec ça. Là, je vous ai présenté le plus commun, quelque part. Vous voyez que du coup, c'est quand même hyper difficile d'arriver à comprendre quelque chose. Si vous n'avez pas ce truc-là, si le produit que vous utilisez ne vous aide pas à éviter ce genre de situation, vous allez présenter des chiffres sans aucune certitude que celui qui va le recevoir va être capable de le lire. Donc pensez à ce truc-là. Quasiment 10% des hommes en sont atteints de près de mort. Si en revanche, vous
prenez des couleurs qui sont correctes, et typiquement c'est ce que vous avez là. Ça c'est ce que verra le daltonien. Vous voyez que la différence, il y a une légère différence dans les bleus sous les contrastes. Mais c'est quasiment rien. D'accord? Donc retenez bien ce truc-là. Application pratique sur un tableau de bord. Donc là on a des endroits où on a de l'orange bleu, des endroits où on a du bon du rouge vert, là on a un petit peu de tout. Voilà ce qui serait visible au final pour un daltonien. Vous voyez que là en particulier sur ce qu'on appelle le funnel, l'entonnoir au niveau des ventes, on a quand même beaucoup de mal, sauf à comprendre et à connaître la structure du visuel qu'on a devant les yeux, mais sinon on peut rapidement se mettre dedans. Alors, autre piège, les dégradés de couleurs. Ça, il y a beaucoup de produits qui s'amusent avec ça, sur Excel en particulier, vous pouvez mettre des dégradés de couleurs un petit peu partout. Alors, on va dire que c'est la fausse bonne idée, ce truc-là. Ça peut être sympathique dans certains cas, en termes de data vis, c'est juste un piège. Là, vous voyez tous les petits pavés que vous avez là. Les pavés les plus foncés sont de quel côté? On est bien d'accord qu'ils sont à gauche. Ah, c'est bien ce qu'on est en train de voir. Je vais juste enlever le fond de couleur. Tous les pavés étaient exactement de la même couleur. D'accord? Donc méfiez-vous sur les fonds de couleur derrière, ça perturbe. De la même manière ici, on voit bien qu'on a les deux demi-cercles qui sont de couleurs différentes. Je vais simplement les faire glisser face à face. Les deux demi-cercles étaient exactement de la même couleur. Donc ça, c'est des pièges quelque part de notre système visuel, des automatismes qu'on a dedans, pour compenser quelque part les effets d'ombre, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, il faut se méfier de ça, il faut savoir que ça existe. Et du coup, la règle que je pourrais vous donner, quand vous montrez quelque chose, enlevez tous les dégradés qui sont derrière, ça ne sert à rien, quoi. Et en plus, si vous imprimez, vous perdez une quantité d'encre juste monstrueuse. Donc, sauf si vous avez des actions chez le vendeur de cartouches, sinon, aucun intérêt. Donc là, encore une fois, hein, le bon outil doit bien exploiter vos automatismes, hein, empêcher les pièges, et quelque part, encore une fois, s'assurer de la perception réflexe. Donc, littéralement, on est en train de dire quoi en termes de priorité de perception, les outils qu'il faut mettre en place. Vous devez avoir des types de graphiques qui soient hyper simples, qui jouent un maximum sur la hauteur, la largeur, pourquoi pas, la couleur des choses. Vous voyez que ce point ici, la boîte tout petit, on le voit, on le détecte. Ici, on va dire distinguer cette barre juste parce qu'elle est un petit peu plus large. Donc, ce qu'on appelle la taille ou l'épaisseur. Dans certains cas, le diamètre d'un point sur une carte, par exemple. Ça peut être super facile à suivre. Et dans certains cas, les formes comme celle-là, ce qu'on appelle les indicateurs clés classiques, avec différentes formes, tout ça c'est hyper pratique à utiliser, c'est très rapidement détecté. J'ai parlé de couleurs, il faut que le produit soit capable de vous donner des palettes qui sont directement prévues pour des populations qui seraient peut-être impactées par exemple par le daltonisme. Et puis surtout, il faut empêcher certains types de graphes. Là, littéralement, je vais vous demander de me trouver la valeur. Et la petite barre qui est là, qui est cachée derrière ses copines. D'accord? Moi, je veux ce chiffre-là. Présenté comme ça, avec de la 3D, c'est juste un cauchemar. Alors, soit dit en passant, j'en ai quand même rencontré dans ma carrière qui m'ont dit « Mais pas de problème, ça c'était sous Excel. Mais pas de problème, on peut faire tourner le graphique. » C'est vrai. On peut, mais quand vous êtes sur un comité de direction ou autre, ou quand vous êtes sur une situation un petit peu tendue, entre guillemets, vous vous amusez pas à faire comme ça, bouger les graphiques. C'est une situation de risque et ça prend du temps. En revanche, si vous présentez directement l'information avec des formes simples, à plat, sans relief, il n'y a aucun risque d'erreur d'interprétation. Et si en plus vous poussez ce qui vous intéresse avec un petit peu de couleur, le même principe que ce que je vous disais tout à l'heure, encore une fois, c'est juste réflexe. Ok? Donc là, typiquement, l'outil dont je vais vous parler tout à l'heure, tableau, tout ce qui va être les effets de couleur, du style les reflets, la brillance, les ombres portées, la 3D, alors ça on oublie quoi. Ce sera même pas possible à l'intérieur. C'est pas que le produit ne sait pas le faire, c'est qu'il ne veut pas le faire. D'accord? Des fois on dit mais certains autres produits, il y a des super trucs en relief. Ok, c'est pas le sujet quoi. D'accord? Si vous voulez jouer avec un truc graphique qui soit un petit peu amusant, payez-vous une console de jeu quoi. On est dans le business, on est juste en train de faire quelque chose qui est un minimum sérieux. Donc il faut juste des moyens qui soient efficaces et qui soient rentables.